Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de toute l'équipe des Médiathèques. Et pour commencer cette soirée, en fait, nous avons Lara qui va nous proposer quelques extraits, notamment du dernier roman de David Fuenquinos, numéro 2. Bonne écoute à tous. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver, même si c'est toujours aussi impressionnant. Je n'ai pas l'habitude d'être devant autant de personnes et de lire comme ça. Donc effectivement, je vais d'abord vous proposer deux extraits de ce nouveau roman de David Fuenquinos que j'ai lu avec beaucoup de plaisir personnellement. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est sur ce numéro 2, il y a eu un grand casting au moment des films pour préparer les films d'Harry Potter en Angleterre, et donc il y a eu un grand casting, 2 finalistes, et c'est l'histoire de celui qui n'a pas été retenu, donc il s'appelle Martin Hill. Donc là, moi, je vais vous présenter un extrait. C'est au départ. Il a été repéré par le producteur du film. Ce jeune homme a été repéré parce qu'il ressemble beaucoup à Harry Potter, et donc son papa, qui travaille sur des plateaux de cinéma parce qu'il est accessoiriste, a emmené son fils, et donc voilà, le producteur a donc repéré ce jeune garçon. Le lendemain matin, John prépara le petit déjeuner de son fils, mais estima que ce n'était pas encore le moment de lui parler. À ses yeux, ce qu'il avait à dire ne rentrait pas dans la catégorie conversation assise. C'est seulement sur le chemin de l'école qu'il lui fit part de son échange avec le producteur. « Bien sûr, je connais Harry Potter. Tout le monde est en train de lire à l'école, » répondit aussitôt Martin. 2 phrases lapidaires qui accentuèrent le sentiment de déconnexion de John. Il se rendait compte chaque jour davantage de sa capacité à slalomer entre les modes. Il expliqua alors la situation à son fils. L'homme venu lui parler sur le tournage pensait qu'il ressemblait beaucoup au personnage principal. Martin trouva cette nouvelle incroyable. S'il n'en avait pas eu la curiosité jusque-là, il avait hâte maintenant de se plonger dans le livre. Ressemblait-il vraiment à Harry ? Personne ne lui avait jamais dit une chose pareille. Une fois qu'ils furent arrivés à l'école, John entra dans le vif du sujet. « Ça t'amuserait de passer des essais ? » ?»« C'est quoi ? » ?»« Tu joues devant la caméra, ils verront si ça convient. »« Mais je ne suis pas acteur. » »« Parfois, ils prennent des gens qui ne sont pas professionnels dans des films. Si on t'explique bien la situation, tu y arriveras, j'en suis sûre. »« Je ne sais pas. À mon avis, ça ne coûte rien d'essayer. Et ça pourrait sûrement être marrant. » Bien plus tard, Martin repenserait à cet échange, et plus particulièrement à cette phrase de son père. « Ça pourrait sûrement être marrant. » Bien plus tard, cela lui donnerait des frissons dans le dos. Rien d'étonnant quand on sait la quantité de bouleversements que cette aventure allait provoquer. Pendant la journée d'école, Martin glissa, exactement comme son père la veille, vers la meilleure version de l'histoire. Entre 2 exercices d'arithmétique, il se voyait déjà en star de cinéma, et peut-être même faisant une apparition dans le prochain clip de Michael Jackson. On le regarderait avec des étoiles dans les yeux, et Betty se mordrait les doigts de l'avoir repoussé. Dans sa grande mansuétude, il lui pardonnerait son erreur initiale, et il pourrait enfin s'aimer. En effet, Martin voyait assez loin, dans les conséquences potentielles du succès. John, avec son pied resté sur terre, avait pourtant bien précisé à son fils que rien n'était fait. C'était juste un essai. Rien de plus. Plus encore, il avait ajouté que des dizaines d'enfants se battraient sans doute pour obtenir le rôle. Mais cela n'avait pas empêché Martin de rêver, tout comme n'importe quel joueur de loto pense à ce qu'il achètera avec sa future fortune au moment de cocher les numéros. Le soir même, le père et le fils décidèrent de parcourir ensemble les premiers chapitres du livre. John était allé l'acheter pendant sa pause déjeuner. Dès l'entrée de la librairie, une pile de J.K. Rowling attendait tout nouvel arrivant. Le succès entraînant le succès, on ne pouvait plus désormais atteindre le moindre livre sans passer par la case Potter. Adepte de la littérature russe, ne s'étant jamais aventuré dans les rayons jeunesse ou fantastique, John se laissa pourtant inspirer par l'histoire.
Il apprécia particulièrement l'humour de l'auteur, souriant à chaque évocation des ridicules d'Hurley. John finit même par se reconnaître dans le jeune Harry, avec sa vie perfusée à l'injustice. À vrai dire, tout le monde éprouvait cette connivence avec le héros. Il y avait un ingrédient universel dans ces pages. Harry Potter est à notre part de rébellion, notre désir de posséder des pouvoirs pour éradiquer les cons, notre rêve d'une vie meilleure. Pour Martin, l'identification était plus flagrante encore. Il traquait dans chaque mot la preuve qu'il s'agissait bien de lui. Il comprenait à présent l'évidence qu'avait ressentie le producteur. Effectivement, les descriptions de Harry, de ses cheveux à son attitude générale, offraient une réelle résonance avec ce que lui dégageait. À n'en pas douter, il suffisait de lui mettre une baguette magique dans la main pour qu'il devienne le jeune sorcier. Mais la ressemblance n'empêchait pas de préparer le rendez-vous. Les essais avaient été fixés au lundi suivant, ce qui laissait peu de temps. D'autant que Martin serait à Paris pendant le week-end. Il leur restait donc 2 soirées pour tenter d'anticiper ce qu'on allait lui demander. John poussa tous les meubles du salon pour faciliter les déplacements, commanda une grande pizza et s'improvisa professeur d'art dramatique. Au début du roman, il se dégage 2 émotions principales. La première, c'est bien sûr la tristesse. Et encore, je suis gentil, car on pourrait clairement parler de souffrance. Le pauvre Harry, qui est déjà orphelin, est maltraité par son oncle et sa tante et leur affreux fils Dudley. Dudley, rectifia Martin. Ah oui, Dudley, pardon. Bref, c'est vraiment cette émotion qu'ils vont vouloir voir chez toi. Harry est enfermé dans un monde où il ne peut rien faire. Quant à la deuxième, c'est à mon avis l'émerveillement. Tu vas découvrir un monde extraordinaire, inimaginable. Il y a la scène du serpent-zoo, mais ça commence surtout avec l'arrivée du géant Hagrid. C'est un demi-géant, papa. Ah oui, c'est ça. C'est bien, mon chéri. Tu as noté tous les détails. J'en étais où déjà? L'émerveillement. Oui, voilà, c'est ça. Le jour de ton anniversaire, tu apprends que tu es un sorcier très célèbre. Tu imagines? C'est dingue. Alors voilà les 2 sentiments qu'on va explorer ce soir. La tristesse et l'émerveillement. Tu préfères commencer par quoi? La tristesse, peut-être. Très bien. Alors dis-moi ce qui peut provoquer cela chez toi. De penser à votre séparation, à toi et maman. Finalement, ce serait mieux de commencer par l'émerveillement. Voilà, ça c'était le premier extrait. Alors, je vous en propose un second. Hop là, je vous propose un second. D'habitude, je change un peu d'autres, mais là, je trouve que c'est intéressant de lire aussi la suite, parce que vous avez envie de connaître la suite. Et alors, il faut que je retrouve ma page, parce qu'évidemment, je l'ai perdue. Voilà, donc comme c'est pas un grand secret, on sait que le jeune garçon ne va pas être choisi. Donc j'ai choisi de vous lire cet extrait parce qu'il est quand même révélateur et puis après toute l'histoire va en découler. Ouais. Donc la production vient d'appeler Daniel Radcliffe en disant qu'il était pris. C'est ainsi que le téléphone sonna également chez les Hill. Une assistante de la production proposa un rendez-vous. Le père et le fils tentèrent de masquer leur excitation. C'était bon signe, pensaient-ils tous les deux. Loin d'imaginer que David estimait qu'il devait toujours être présent pour annoncer une mauvaise nouvelle. C'était un principe d'élégance, une façon d'atténuer la brutalité de la déception. Pas un instant, il n'envisagea que cette convocation offrirait un excédent d'illusion au garçon sur le point d'être rejeté. Il arrive donc que l'on agisse mal par délicatesse. Mais le malentendu n'allait pas durer. À peine Martin découvrit-il la mine du producteur qu'il comprit que ce n'était pas Harry Potter qui allait s'asseoir dans le canapé de son bureau. Oui, son visage était grave et on pouvait déjà lire dans son regard le discours à venir. Pourtant, il fallait qu'il soit prononcé ces mots. Ces mots que Martin n'oublierait jamais. « Ce n'est pas lui, c'est ça ?» demanda John fébrilement.
Écoutez, ce n'est pas facile. Je voulais vous voir, je voulais te voir, Martin. Car je ne voulais pas te l'annoncer par téléphone. Je sais que ce n'est pas facile d'entendre ce que je vais te dire. Cela a été une décision douloureuse pour nous aussi, car tout le monde t'a trouvé formidable et doté d'un talent rare. D'ailleurs, tu peux vraiment compter sur moi pour la suite de ta carrière. Je suis certain qu'on pourra se retrouver sur d'autres projets. Mais comme tu l'as compris, nous ne t'avons pas retenu pour incarner Harry. Martin n'entendait plus les mots du producteur. Sa tête était devenue chaude et cotonneuse. Il avait l'impression de tomber tout en restant assis. Il s'était bien sûr préparé à ce possible échec, mais l'impact de la réalité était trop violent. Il ne se sentait pas capable d'encaisser un tel choc. Avec les années, on acquiert peu à peu la capacité de supporter les coups. La vie humaine se résume peut-être à ça, une incessante expérimentation de la désillusion, pour aboutir, avec plus ou moins de succès, à une gestion des douleurs. Mais pour le moment, Martin avait tout juste 11 ans. C'était insurmontable. La promesse d'une aventure merveilleuse venait de lui être retirée. John aurait voulu se lever, prendre son fils dans ses bras, mais il écoutait le producteur. Immobile, il respectait le protocole devenu absurde de ce rendez-vous. À quoi bon entendre des mots qui ne sont que du vent? Tout était fini. Pourquoi était-il venu chercher son fils, lui donner tant d'espoir pour ensuite le rejeter? Il n'avait rien demandé. John dériva alors vers une terrible pensée. Ai-je transmis à mon fils la malédiction de l'échec? Et même, si les chiens ne font pas des chats, alors peut-être que les ratés font des ratés. Bien sûr, tout était lié. Depuis des années, il se sentait humilié par l'existence. Et voilà que c'était au tour de son garçon. Il passait sa vie à se faire malmener sur les plateaux de cinéma par des petits chefs. Quant à ses inventions, n'en parlons pas. Sa cravate parapluie faisait rire tout le monde. Et puis, il y avait Jeanne. Elle avait carrément changé de pays pour être bien certaine de ne plus le croiser. Comment aurait-il pu engendrer un garçon capable de susciter le désir du monde entier? John continua encore un moment son monologue intérieur dépréciatif. C'était absurde. Il avait parfaitement aidé son fils à préparer l'échéance. Et c'était sûrement en partie grâce à lui qu'il s'était montré aussi bon. D'ailleurs, David enchaînait encore les commentaires élogieux sur le talent de Martin. Mais bon, ils avaient choisi l'autre. Tous ces compliments, c'était un pansement sur une fracture. Le producteur voulut tout de même lui proposer quelque chose. Malheureusement, tous les rôles principaux ont déjà été attribués. Mais tu pourrais faire partie des grandes scènes, comme celle dans le réfectoire de Poudlard. Un figurant, coupa Martin tout bas. Oui, enfin non, on pourra toujours s'arranger pour que tu aies une réplique ou deux, ajouta fébrilement David. Merci, mais je n'ai pas trop envie de ça, finit par chuchoter Martin, de sa voix éteinte par le rêve brisé. David se sentit gêné d'avoir fait cette proposition. Autant adoucir la déception de ce qui s'est rêvé océan en lui offrant d'être une goutte d'eau. Mais il n'avait pas d'alternative. Un instant, il pensait lui faire une promesse. On lui écrirait un rôle pour le second volet de la saga. Mais il se ravisa. Il était préférable de ne plus faire fantasmer cet enfant, de peur de devoir à nouveau lui voler ses illusions par la suite. Alors comment le consoler? Il y avait une autre possibilité, mais elle était encore plus humiliante. Il n'allait tout de même pas lui demander d'être la doublure de Daniel Radcliffe. Les tournages seraient si éprouvants que les acteurs principaux allaient être secondés pour certaines scènes d'action, la préparation des lumières ou des plans de dos. Non, alors, pas question de lui parler de ça. Il n'y avait plus rien à dire. C'était fini. Il fallait bien l'admettre. John et Martin remercièrent le producteur pour sa bienveillance, malgré tout. Une fois dehors, ils restèrent un instant immobiles devant l'immeuble. Il faut voir le positif. Le positif? Quel positif? C'était une sacrée expérience tout de même. Ça ne sert à rien si au bout du compte... Oui, je comprends. La bonne nouvelle, c'est que tu as découvert ta vocation, continua John.
C'est vrai, tu as tellement joué, mon chéri. Tout le monde l'a dit. J'ai repéré un cours de théâtre près de la maison. Et puis on pourra toujours inviter le producteur si tu fais un spectacle. Et j'ai quelques bonnes relations dans le milieu, tu le sais bien. Non. Quoi, non? Je ne veux pas faire de théâtre. C'est fini tout ça. Tu dis ça sous le coup de la déception, c'est normal. Mais j'ai bien vu comme tu as aimé. Non, papa, je ne ferai pas de théâtre, trancha Martine, avec une telle conviction dans la voix que cela coupa court à toute argumentation. Ce sentiment d'être désiré, puis rejeté, jamais plus il ne voulait revivre ça. Voilà. Moi aussi, vous m'arrêtez pas. Je peux continuer? Ah bah, moi aussi, je peux continuer avec plaisir. Alors, je vais passer à autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez bien David Fuenquinos, mais moi, je l'ai découvert avec La Délicatesse, qui est un livre absolument incroyable. Voilà. J'ai beaucoup aimé, alors je me suis dit que c'était aussi l'occasion de découvrir d'autres titres de cet auteur. Voilà, donc juste, je vous raconte quand même le début. Donc, Nathalie est une jeune femme qui est mariée avec François. François va décéder, c'est un mari avec qui il vivait un vrai amour très important. Elle travaille dans une société où elle réussissait bien, où son patron est plus ou moins amoureux d'elle, Charles. Voilà, donc là c'est quelques mois après le décès de son mari. Charles avait veillé à éviter les restaurants à chandelle, de ne pas la brusquer avec un romantisme qu'elle aurait pu juger déplacé. Les premières minutes furent parfaites. Il buvait en se disant des phrases courtes, et les courts silences qui s'installaient parfois ne provoquaient aucune gêne. Elle apprécia d'être là, à boire. Pensa qu'elle aurait dû ressortir plus tôt, que le plaisir venait de l'action, et même elle avait envie d'ivresse. Pourtant, quelque chose la rattachait au terrestre. Elle ne voulait jamais échapper véritablement à sa condition. Elle pouvait boire autant qu'elle voulait, cela ne changerait rien. Elle était juste là, dans une lucidité absolue, à se regarder jouer comme une actrice sur une scène de théâtre. Dédoublée, elle observait d'un œil sidéré la femme qu'elle n'était plus, celle qui pouvait être dans la vie et la séduction. Ce moment plaçait dans une lumière encore plus accrue tous les détails de son impossibilité à être. Mais Charles ne voyait rien. Il nageait dans le premier degré, tentait de la faire boire afin d'accéder à un peu de vie avec elle. Il était subjugué. Depuis des mois, il la trouvait russe. Il ne savait pas vraiment ce que cela signifiait, mais c'était ainsi. Dans son esprit, elle était d'une force russe, elle était d'une tristesse russe. Sa féminité avait ainsi voyagé de la Suisse à la Russie. Alors, pourquoi cette promotion ? Demanda-t-elle. Parce que tu fais un travail formidable et que je te trouve merveilleuse, c'est tout. C'est tout ? Pourquoi tu me demandes ça ? Tu sens que ce n'est pas tout ? Moi, je ne sens rien. Et si je mets ma main là, tu ne sens rien ? Il ne savait pas comment il avait osé. Il se disait que tout était envisageable ce soir. Comment pouvait-il être si loin de la réalité ? En posant sa main sur la sienne, il s'était souvenu aussitôt du moment où il l'avait posée sur son genou. Elle l'avait regardé de la même façon, et il n'avait pu que reculer. Il en avait assez de s'attaquer à un mur, de vivre en permanence dans des non-dits. Il voulait clarifier les choses. Je ne te plais pas, c'est ça ? Mais pourquoi tu me demandes ça ? Et toi, pourquoi tu poses des questions ? Pourquoi tu ne réponds jamais ? Parce que je ne sais pas. Tu ne crois pas que tu dois avancer ? Je ne te demande pas d'oublier François, mais tu ne vas pas t'enfermer toute ta vie. Tu sais à quel point je peux être là pour toi. Mais tu es mariée. Charles fut surpris qu'elle mentionne ainsi son épouse. Cela pouvait paraître fou, mais il l'avait oublié. Il n'était pas un homme marié qui dîne avec une autre femme. Il était un homme. Dans l'instant présent. Oui, il était marié. Il nageait dans ce qu'il appelait la vie conjugale. Il ne se passait plus rien avec sa femme. Alors il était surpris
parce qu'il était profondément sincère dans son attirance pour Nathalie. Mais ma femme, pourquoi tu me parles d'elle? C'est une ombre, on se frôle. On ne dirait pas. Parce qu'elle mise tout sur l'apparence. Quand elle vient au bureau, c'est seulement pour parader. Mais si tu savais comme on est pathétique, si tu savais, alors quitte-la. Pour toi, je la quitte sur le champ. Mais pas pour moi, pour toi. Il y eut un blanc, le temps de plusieurs respirations, de plusieurs gorgées. Nathalie avait été choquée qu'il mentionne François, qu'il ait tenté de faire déraper la soirée, si vite et avec si peu de finesse, vers une destination primitive. Elle finit par déclarer qu'elle désirait rentrer. Charles sentit bien qu'il était allé trop loin, qu'il avait gâché la soirée avec ses déclarations. Comment avait-il fait pour ne pas voir que ce n'était pas le moment? Qu'elle n'était pas prête? Il fallait y aller doucement, par étapes. Et lui était parti comme un fou, à toute allure, tentant de rattraper en 2 minutes des années de désir. Tout ça, c'était à cause du début de la soirée. C'était cette belle entrée en matière si prometteuse qui l'avait poussé dans la confiance des hommes pressés. Il serait pris. Après tout, il avait le droit de dire ce qu'il ressentait. Ce n'était pas un crime que d'ouvrir son cœur. Alors oui, c'est vrai que tout était lourd avec elle, que son statut de veuve compliquait beaucoup les choses. Il songea qu'il aurait eu plus de chances de la séduire un jour si François n'était pas mort. En se tuant, il avait figé leur amour. Il les avait propulsés dans une éternité fixe. Comment ravir quoi que ce soit chez une femme dans ces conditions? Une femme qui vit dans un monde arrêté. Vraiment, c'était à se demander s'ils n'avaient pas fait exprès de se tuer pour prolonger éternellement leur amour. Certains pensent bien que la passion a forcément une fin tragique. Ils sortirent du restaurant. La gêne était de plus en plus forte. Charles ne trouvait pas le bon mot, le trait d'esprit ou l'humour même qui lui aurait permis de se rattraper un peu, de détendre légèrement l'atmosphère. Rien à faire, ils étaient enlisés. Depuis des mois, Charles avait été délicat et prévenant. Il avait été respectueux et fidèle, et voilà que tous ses efforts pour être un homme bien étaient anéantis parce qu'il n'avait pas su maîtriser son désir. Son corps était maintenant comme une absurdité démembrée, chaque membre possédant un cœur autonome. Il tenta d'embrasser Nathalie sur la joue, tentative qui voulait être désinvolte et amicale, mais son cou était raide. Ce temps étouffé dura encore un moment, comme la lente succession de secondes prétentieuses. Puis subitement, Nathalie lui adressa un grand sourire. Elle voulait lui faire comprendre que tout cela n'était pas si grave, qu'il valait mieux oublier cette soirée. C'est tout. Elle dit qu'elle voulait marcher un peu et partit sur cette douce tonalité. Charles continua de l'observer, suivant son dos. Il ne pouvait pas bouger, figé dans son échec. Nathalie s'éloignait, au centre de son champ de vision, devenait de plus en plus petite. Mais c'était bien lui qui se tassait, lui qui rapetissait sur place. C'est alors que Nathalie s'arrêta et fit demi-tour. Elle marchait à nouveau vers lui. Cette femme, qui un instant auparavant s'effaçait dans son champ de vision, grandissait à mesure qu'elle revenait vers lui. Que voulait-elle? Il ne fallait pas s'emballer. Elle avait sûrement oublié ses clés, un foulard ou l'un des nombreux objets que les femmes adorent oublier. Mais non, ce n'était pas ça. Ça se voyait à sa façon de marcher. On sentait que ce n'était pas une question matérielle, qu'elle revenait vers lui pour lui parler, pour lui dire quelque chose. Elle marchait d'une façon aérienne, comme l'héroïne d'un film italien de 1967. Il voulait avancer, lui aussi, vers elle. Dans sa dérive romantique, il songeait qu'il devrait se mettre à pleuvoir. Que tout le silence de la fin du repas n'avait été que confusion. Qu'elle revenait non pas pour parler, mais pour l'embrasser. C'était vraiment étonnant. Au moment où elle était partie, il avait eu l'impression qu'il ne devait pas bouger, qu'elle allait revenir. Car il était évident qu'il y avait quelque chose entre eux d'instinctif et de simple, de fort et de fragile, et c'était ainsi depuis le début. Forcément, il fallait le comprendre. Ce n'était pas facile pour elle de s'avouer un sentiment alors que son mari venait de mourir. C'était même atroce. Et pourtant, comment résister?
Les histoires d'amour sont souvent amorales. Elle était tout près de lui maintenant, fébrile et divine, incarnation voluptueuse de la féminité tragique. Elle était là, son amour, Nathalie. Excuse-moi de ne pas avoir répondu tout à l'heure, j'étais gênée. Oui, je comprends. C'est si dur de mettre des mots sur ce que je ressens. Je le sais, Nathalie. Mais je crois que je peux te répondre. Tu ne me plais pas. Et même, je crois que je ne suis pas à l'aise avec ta façon d'essayer de me séduire. Je suis certaine qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Peut-être que je ne serai tout simplement plus capable d'aimer quelqu'un. Mais si jamais j'envisageais un jour, je sais que ce ne serait pas toi. Je ne pouvais pas rentrer comme ça. Je préférais que ce soit dit. C'est dit, tu l'as dit. Oui, c'est dit. Si je l'ai entendu, c'est que tu l'as dit. Tu l'as dit, oui. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis donc Pascale Bru, adjointe au maire en charge de la culture. Donc merci d'être venus encore si nombreux et nombreuses à cette deuxième dégustation, puisque c'est la deuxième dégustation littéraire. Donc ce soir, nous recevons David Fuenquinos. Merci d'être venu. En plus, votre venue s'inscrit dans la nuit des bibliothèques, donc ça tombe bien, voilà. Très bien. Pour la petite histoire, on m'a dit que vous aviez été le président du jury qui nous avait remis le prix livre hebdo de l'animation 2015. Alors on est encore plus fiers de vous recevoir. Alors là, quand je vois le lieu, je comprends pourquoi vous avez fait. Merci. J'avais vu sur photo, ouais. Et je me souvenais pas. D'accord, bravo. Voilà, merci. En tout cas, on est très fiers de vous accueillir. Donc merci à vous, merci à Véronique qui est notre chef d'orchestre qui est encore là ce soir. Et puis je voulais remercier aussi toute l'équipe de la médiathèque pour l'organisation de cette soirée. Bonne soirée littéraire. Ah oui, voilà. Est-ce qu'on peut avoir deux micros peut-être? Voilà, c'est ça. Et voilà. Merci. Bonsoir tout d'abord à toutes et à tous. On a encore le droit de présenter ses vœux. Donc dans ce pays cartésien qui adore les vœux magiques, mais je sais que je réalise toujours. Je vous souhaite une fastueuse et sereine année. Et on la commence de façon fastueuse avec David Fuenquinos. Bonsoir David et merci infiniment. Avec plaisir, bonsoir. D'avoir accepté donc cette invitation. Pour parler tout d'abord de numéro 2. On va rentrer dans le vif du sujet. Un enfant de 10 ans, un phénomène, Harry Potter, et tout commence, et tout est douloureux. Et je vous laisse dire la suite. Très bien, ouais, c'est ça. Oui, alors ce dernier livre, effectivement, tourne un peu, surtout dans la partie un peu autour de Harry Potter, mais c'est pas un livre du tout sur Harry Potter, et moi je connaissais pas très bien. Moi, je connaissais pas non plus. Il ne faut pas connaître Harry Potter pour... Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, au début du confinement, ils ont repassé des films sur TF1, je me rappelle, j'ai vu Harry Potter, j'avais vaguement vu un petit peu avec mon fils, mais pas plus que ça. Et moi j'aime bien, je sais pas vous, mais moi j'aime bien, quand je suis je regarde un film, j'aime bien aller sur Wikipédia, au ciné, trouver des informations, savoir comment le film a été fait, etc. Et là je suis tombé sur une interview de la directrice de casting qui raconte que à l'époque ils ont auditionné des centaines d'acteurs, et que, parce qu'il fallait vraiment trouver qui serait l'interprète. Le film, c'était 100 millions de dollars, ça s'avançait comme une longue saga pendant 10 ans. Enfin, sans l'acteur principal, c'était une coquille vide.
Et à la fin du processus, il en restait plus que 2. Et elle raconte dans l'interview cette phrase, elle dit cette phrase incroyable, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Je me suis dit, mais c'est horrible pour l'autre, ça devait être vraiment absolument atroce comme situation pour un jeune enfant de 10 ans. Tout le monde lisait Harry Potter à ce moment-là, qui a dû rêver, de dire à tous ses amis, c'est moi qui vais être Harry Potter, de vivre une telle aventure extraordinaire, parce que voilà, c'était une vie magique. Et puis non, finalement, le destin en a décidé autrement. Donc après, évidemment, mon livre raconte toute l'histoire de ce garçon, comment il a pu survivre à ça, comment il s'en est remis, comment... Enfin, il faut imaginer que c'est un échec, parce qu'on vit tous des moments où voilà, on est numéro 2, où on est soumis à la décision de quelqu'un, on n'est pas choisi dans la vie amoureuse, dans la vie familiale, enfin, professionnelle. Sauf que là, on a le film du succès de l'autre en permanence, quoi. Donc c'est extrêmement douloureux et difficile pour surmonter ça. Mais c'est un livre quand même assez positif sur le fait que, est-ce qu'il n'y a pas des échecs qui peuvent être aussi bénéfiques? Alors on va reparler de tout ça. Vous êtes, comme toujours, à la limite entre l'humour, l'ironie, la légèreté, puis la gravité. On est au bord de la tragédie, et vous le dites, vous le répétez plusieurs fois. La tragédie est là, on est au bord du tragique. Si je vous dis tout d'abord que c'est pour moi un roman d'apprentissage, pas un roman d'initiation, un roman d'apprentissage. Ouais, c'est intéressant parce qu'on apprend à surmonter aussi ces difficultés, ces échecs, et je pense que de toute façon, la vie entière est un roman d'apprentissage. Et on est tous en permanence dans l'apprentissage, je crois. Donc tant qu'on n'arrête pas l'apprentissage, enfin, c'est un signe de vitalité, je trouve. En tout cas, c'est clair qu'il va essayer de comprendre. Il va essayer de comprendre. Alors il y a aussi une partie effectivement plus risible parce qu'il va essayer de vivre sans être soumis à Harry Potter, ce qui est physiquement impossible. Donc il va faire toutes sortes de choses pour pouvoir éviter Harry Potter dans son quotidien. Mais c'est aussi un roman de société justement sur la prégnance de ces images, de ces phénomènes, dont on vous dit que si vous n'y participez pas, au fond, vous n'êtes pas numéro 2, vous n'existez même pas. Oui, alors on peut quand même vivre sans Harry Potter. Moi, je suis d'accord. Mais bon, lui, c'est quand même très particulier, il faut imaginer. Mais essayez d'imaginer en fait que votre pire échec est la puissance marketing d'Harry Potter. Si vraiment, à un moment de la vie, vous avez eu un échec, et à chaque fois que vous allumez la télévision, vous tombez sur votre échec, vous allez dans la rue, il y a des affiches de votre échec, tous les 6 mois, il y a un nouvel épisode de votre échec. Il y a quelque chose qui est quand même assez effrayant de s'extirper de tout ça. Mais c'est vrai que c'est un roman d'apprentissage, tu as raison, parce qu'il y a des, comment dire, il va apprendre aussi à accepter ce qu'il a raté. Et c'est vrai que peut-être qu'il faut rater certaines choses pour pouvoir en réussir d'autres. Ça me paraît assez essentiel d'ailleurs. Moi j'aime bien cette phrase de Churchill qui dit que le succès c'est d'aller d'échec en échec. Donc lui il est bien parti pour le succès. On sent qu'il y a beaucoup d'empathie chez vous pour cet enfant que moi j'ai trouvé profondément touchant, attachant. C'est une histoire aussi de transmission. Je parlais donc de roman d'apprentissage, apprentissage à la souffrance, apprentissage aussi de l'amour, de l'acceptation. Et c'est un roman allez, je pose plusieurs questions. Oui. Et puis après, je te laisse. Merci. Je reprends après. Et c'est un roman de transmission, de filiation. Est-ce qu'on peut transmettre autre chose, justement, que l'échec ou la tragédie? Puisqu'il s'inscrit aussi dans un parcours en liaison avec un père, que je trouve aussi formidable. Je l'aime beaucoup, ces personnages. Et on sent cette empathie. L'empathie, c'est pour moi extrêmement important. Et surtout, dans tous mes romans, je pense que moi, j'essaye de jamais juger mes personnages, d'être au plus proche d'eux, y compris quand ils sont un peu farfelus, certains, ou même dans mes films aussi. Je me souviens avoir fait mon deuxième film, c'était Jalouse avec Karine Viard. Et c'était un sujet très tabou, puisqu'elle était jalouse de sa fille. Mais je trouvais que c'était intéressant de ne pas la traiter, d'essayer de la comprendre et d'aller avec elle, quoi. Et je trouve que c'est une grande force, l'empathie. Et c'est vrai que là, c'est particulièrement fort parce qu'on est face à un enfant, un adolescent de 10 ans, 12 ans, qui est désarmé et qui a l'impression d'avoir raté sa vie, qui n'arrive pas à surmonter la violence de son échec, qui est effectivement très,
très, très effrayant. Et donc forcément, moi j'ai développé encore plus d'empathie avec cet enfant. Mais c'est aussi un livre sur le... On voit à quel point une sorte le destin bascule du bon côté ou du mauvais côté, sur le fait que parfois chaque petite chose de la vie fait que voilà, on va vers le succès ou vers l'échec. Et c'est vrai que tout ça c'était aussi très symbolique avec l'histoire de J.K. Rowling, qui est cet auteur mondialement connu. Et dans la première partie du livre, je raconte un peu son histoire qui, moi, je la connaissais pas très bien. J'ai adoré me plonger dans ce conte de fées hallucinant, quoi. Qui est une jeune femme désespérée qui vit d'aide sociale, femme battue, voilà, sa mère vient de mourir, et qui devient à la force de l'imagination et de plein de petits détails du destin. J'adore voir tout. J'ai adoré raconter ça, tous les détails qui font qu'elle va devenir l'auteur mondialement connu. Mais qui ne m'a pas répondu à mon mail quand je lui ai demandé l'autorisation. D'ailleurs, mon livre est non autorisé. Je suis content, j'ai enfin un livre un peu sulfureux. C'est pas Welbeck, d'accord, mais bon, il y a marqué livre non autorisé. Non, ce livre n'a pas l'approbation de J.K. Rowling. Mais bon, je vais la convaincre. Il a des approbations. Non, exactement. Ça, c'est quelqu'un de positif, et ça, c'est très important. Et les gens positifs au premier rang, ce sont les meilleurs. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est positif de dire ça. On revient sur cette question justement du hasard qui peut faire pencher du bon côté, ou bien du hasard parfois vicieux, c'est ce que tu dis dans le texte. Oui. Et là, je vais interroger le sartrien que tu es, parce qu'il y a... Non, il faut que tu arrêtes là, t'es trop puissante intellectuellement. Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que tu as une idée de la journée que j'ai passée? Ah oui, je sais, je t'accompagne un tout petit peu. J'ai fait 3 rencontres, mon cerveau, vraiment, là vous êtes vraiment en fin de Fonkinos. Donc vraiment, donc ça va être moi on m'a grandiose. dit apéro littéraire, j'ai vu apéro, enfin j'étais dans dégustation littéraire, j'ai vu que le mot dégustation. Là, Dominique, je l'adore, hein, c'est pour elle que je suis venu, on s'était déjà rencontrés, mais là, Sartre, tout ça, non. Bon, alors la liberté. On va dire... Le hasard et la liberté. Si, Bon, le hasard et la liberté. Bon, ok, je fais quand même un petit quart d'heure de haut niveau intellectuel, et après on décline tranquillement tous ensemble. Parfait. C'est ça? Parfait. Ok. Donc le hasard et la liberté. Oui. La part de liberté, justement. Oui. Est-ce que cet enfant ne va pas apprendre à récupérer une forme de liberté, et tu vas me dire comment dans le parcours que tu lui as dessiné, parce que c'est un parcours de fiction, une forme de liberté contre ce hasard qui a joué côté malchance pour lui, mais qui va, voilà, on va rien dévoiler du tout, mais simplement nous donner 2-3 exemples de cette liberté qu'il récupère. Non, ça c'est vrai que en fait, finalement sa libération c'est d'arrêter de se soumettre à la violence de ce hasard-là qui a été extrêmement complexe pour lui, et c'est vrai que finalement c'est une forme de tentative de se réapproprier sa vie, donc pour moi c'est davantage aller sur la réparation, sur l'idée d'arriver à se réparer, à se consoler, en ce sens-là, même si c'est encore un livre qui paraît très différent, et que j'ai toujours essayé de faire des livres différents les uns des autres, on est quand même dans une thématique de la seconde vie, de la reconstruction, qui était celle de Charlotte, qui était celle de la délicatesse, qui était celle du mystère épique. Et donc je tourne toujours finalement, même en ayant l'impression d'aller ailleurs, autour des mêmes thèmes. Et donc là, on est... la réparation, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est une façon de se réapproprier son libre arbitre. C'est une façon de reprendre en main finalement ce qui nous a échappé. Ce qui est terrible dans l'échec, et ce qui est terrible finalement dans l'idée d'être numéro 2, ou numéro 3, ou numéro 4, enfin ce que vous voulez, c'est que très souvent dans la vie, on est soumis au jugement et au désir des autres. Que ça, dans la vie amoureuse, moi, il est arrivé, c'est vrai, parfois qu'on m'ait dit non. Bon, après, beaucoup moins maintenant, vous avez vu ce physique. Non, mais non. Plus sérieusement, voilà, on est tous confrontés à ça. Forcément, dans la vie professionnelle, ouais, il y a toujours quelqu'un. Et donc lui, je trouve que c'est assez terrible de se dire, mais finalement, je n'ai même pas été maître de ce qui m'est arrivé. J'ai même pas, c'est même pas quelque chose qu'il a raté, c'est quelque chose qui fait que le destin a dit que c'était pas lui. Et donc très souvent, c'est comme ça pour des petites choses finalement. Il y a aussi un truc qui est un peu obsédant, c'est qu'on fait toujours des choix dans la vie, où on rate des choses, mais on n'a jamais vraiment
comment dire, la virtualité de ce qu'on aurait pu vivre, si ça avait été nous, si on avait pris telle décision. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez effrayant à l'idée d'être comme ça en lien avec ce qu'on n'a pas vécu. C'est assez rare d'avoir le film de ce qu'on n'a pas vécu. C'est même normalement impossible dans la vie, puisqu'on a une route unique. Et ça propulse dans une difficulté particulière. Et lui, il va... Alors il y a plein d'étapes, tu as raison, qui sont un peu au début difficiles. Il va être emmené chez le psy par sa mère, et puis le psy va lui dire mais tu sais, parfois on rate des choses dans la vie, et c'est très important de les rater pour pouvoir comprendre et puis pouvoir progresser. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un exemple, c'est celui de J.K. Rowling. Donc là, il est chez le psy, et la seule chose que trouve le psy à lui dire, c'est de lui parler de J.K. Rowling. Il lui dit, mais tu sais, elle aussi, elle a dit dans une interview qu'elle avait tout raté, qu'elle ferait rien de sa vie, et regarde où elle en est maintenant. Regarde. Donc le pauvre, même comme on essaie de le consoler, il est soumis à sa tragédie. Ouais. Et c'est aussi un enfant des temps contemporains, à la croisée des émotions entre deux parents qui se sont profondément aimés, sans aucun doute, comme parfois tous les premiers grands amours sur des contresens, et tout ce qu'on a follement aimé, on finit par le détester, par ne plus le supporter quelques années après. Et ce sont néanmoins deux beaux portraits aussi, d'un père et d'une mère, qui différemment sont pris au dépourvu face à la souffrance de cet enfant. Après avoir bien fait, le père a remarquablement accompagné. Il est extraordinaire cet homme. Il a remarquablement, de tout son imaginaire, de toute sa force, de tout son amour. Ce sont des êtres profondément aimants. C'est un livre traversé par l'amour. Enfin, c'est absolument fabuleux. Et d'un côté, il y a ce père, et je te laisserai raconter une petite anecdote qui, moi, m'a fait pleurer. Voilà, le papier d'aluminium, et voilà. Et de l'autre côté, cette mère que j'ai trouvée assez fabuleuse aussi, profondément attachée à son enfant, et sachant qu'il lui faut vivre aussi, vivre amoureusement, vivre professionnellement, qui va partir sur les routes du monde, comprendre au plus loin la géopolitique, comprendre ce qu'il y a de plus difficile à comprendre dans les gestes d'écran qui nous échappent et qui régissent nos vies. Et pourtant, elle n'arrive pas forcément à comprendre, à saisir toute la souffrance de l'intime là devant elle. D'abord, merci, parce que c'est vrai que l'amour est très important, et on verra dans la deuxième partie du livre que c'est peut-être aussi l'amour qui permet d'apaiser beaucoup de choses. Et l'amour de ses parents est très très fort. C'est difficile d'avoir un enfant on sent qu'il est traversé par une grande difficulté et qui n'exprime pas les choses. Parfois on est face aux adolescents, et je trouve que c'est assez difficile d'arriver à les amener à exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont une souffrance très intérieure. Et là c'est vrai que lui il ne veut pas, il n'arrive pas, il est dans une partie du livre en tout cas, il est un petit peu bloqué. Et c'est vrai que son père est quelqu'un ils ont une relation très forte. Et tu fais comment dire, allusion au fait que mon jeune garçon, Martin, a gardé, son père, quand il allait voir sa mère, il lui préparait des petits sandwichs. Il mettait ça dans du papier d'aluminium, et Martin a gardé tous les papiers d'aluminium. Il a fait une collection émotionnelle et c'est incroyable, parce que ce que je racontais tout à l'heure, c'est que j'ai fait une interview il y a quelques jours avec un psychopathe d'Harry Potter, fan qui connaît tout, c'était pour WikiHarry, c'est Wikipédia d'Harry Potter. Et génial, moi évidemment je ne connaissais pas si bien que ça. J'ai adoré découvrir le parcours de J.K. Rowling pour écrire mon livre, mais sinon je ne connaissais pas bien. Il m'a dit, ah oui, c'est incroyable cette anecdote, ça fait référence au personnage Neville dans le tome 5. J'ai dit, je ne sais pas si quelqu'un ici a lu Harry Potter, il se rappelle de Neville, mais et apparemment il garde les papiers des bonbons, les emballages de bonbons. Je me dis, mais c'est incroyable, en fait j'ai été porté malgré moi vers comme ça. Et ce personnage pour moi c'était très important. Oui, c'est un livre sur, je sais pas, sur une époque, les années 80, les parents s'aiment, et puis on est en Angleterre, et puis il y a une sorte de bonheur avant que ça dérape et jusqu'au casting et que toute la vie change. Mais c'est vrai que le père, j'avais envie qu'il soit,
c'est un inventeur un peu raté, quoi. Mais c'est dur parfois quand on est en inadéquation entre ce qu'on veut faire et sa capacité à le faire. C'est-à-dire qu'il rêve d'être inventeur, mais il n'a aucune idée. Donc, il a quand même une très bonne... Il invente quand même un truc, c'est la cravate parapluie. C'est une cravate qui se transforme en parapluie. Donc, ce qui est pas mal en Angleterre, ça vaut le coup. Et alors après, il devient accessoiriste. Et ça, j'aime bien les métiers du cinéma, j'adore. Il devient accessoiriste et il raconte qu'il travaille sur un James Bond avec Roger Moore dans les années 80 et il peint une poignée en verre, une poignée de porte en verre. Et à chaque fois que le film passe à la télé, il dit regardez, c'est ma poignée. Il s'en fout complètement du film de James Bond, mais il a le sentiment que voilà, le succès, c'est grâce à lui. Moi, j'aime bien les gens comme ça qui sont motivés et qui sont passionnés, quoi. Et puis, il a cette même inventivité, c'est vrai, avec son fils. Et c'est vrai qu'il donne beaucoup, et bon, il va se passer des choses qu'on ne raconte pas, mais une part de la transmission, c'est ça aussi. Ouais. Ce que méchamment son beau-père soulignera, mais cette part d'imaginaire et de rêve qui permet justement de transfigurer le réel et de se le réapproprier. Ouais. En tout cas, il me semble que c'est aussi ce que dit ton roman. C'est vrai. Et alors, mais c'est vrai, la transmission. Non, mais c'est vrai. Voilà. J'ai un petit coup de barre. Non, mais c'est vrai, non, mais en fait, c'est le premier livre. C'est marrant, enfin, c'est pas marrant, mais je n'avais pas beaucoup travaillé sur l'enfance. C'est vrai, et j'ai pas beaucoup d'enfants dans mes romans. Et ça, c'est moi qui suis. Ma grande partie de ma vie, c'est quand même la plus grande partie de ma vie, c'est d'être papa. Donc, comment dire, j'ai raconté dans Ma famille Martin ou dans Je vais mieux des adolescents plus, de l'adolescence, mais c'est vrai que ce côté comme ça, 10-12 ans, il y a quelque chose encore qui, on sent un enfant qui est plongé dans le bain de l'âge adulte d'une manière trop précoce et qui n'a pas du tout les armes pour ça. Et c'est vrai qu'il va être confronté en plus dans la deuxième partie à quelque chose d'assez difficile. Et il a une grande force finalement. Il a une grande force et c'est peut-être lié à l'amour qu'il a reçu. Il a une grande force pour pouvoir après trouver la solution, quoi. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est comment il va trouver la solution. Et comment finalement il va transformer cet échec. Et puis il va se rendre compte que finalement toutes les situations sont problématiques. Vous imaginez bien que la vie de Daniel Radcliffe a aussi été compliquée. Parce que c'est quelqu'un qui, à partir de l'âge de 12 ans, est devenu une star planétaire. Vous ne pouvez plus sortir normalement dans la rue. C'est ce qui est intéressant finalement dans toutes les situations. Elles sont toutes problématiques d'un certain point de vue. Justement, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans ton texte au travers de cette réappropriation par la fiction et en même temps de cette restitution aussi de ce qu'a été le parcours donc, de ceux qui ont été choisis du trinôme, de la trilogie. Je me suis dit qu'il y avait un enjeu éthique que les adultes ne percevaient pas du tout et qu'ils n'ont pas perçu au moment où ce casting absolument incroyable a été lancé, puisqu'on a cherché de jeunes enfants avec la perspective de se dire il faut qu'ils restent 10 ans sur la série. Et je me suis dit, il y a une violence terrible dont, je ne sais pas combien, le quart, la moitié de l'humanité a été parfaitement complice. On a, certes, porté au pinacle pendant 10 ans, là aujourd'hui on a fêté les 20 ans, c'est ça, ou je ne sais trop quoi, au fond, 10 ans de vie d'enfants et d'adolescents confisqués. Moi, ça me fait frémir. Oui, alors moi je suis pas trop d'accord avec vous là-dessus, parce que franchement, il y a des enfants qui sont en Chine et tout ça. Je parle pas de ça. Je pense que là, ils ont été globalement hyper heureux de cette aventure extraordinaire. Ils ont donné beaucoup. Alors c'est sûr que c'était risqué par contre. Là où je te rejoins, c'est que c'était risqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle dit Radcliffe a été pris, il avait ce petit quelque chose en plus. Je pense que contrairement à un choix classique de film, ils ont dû, là où tu as raison, peut-être sonder davantage la psychologie et la force. Et c'est exactement ce qu'elle dit à propos de la force de Daniel Radcliffe. Parce qu'ils n'étaient pas partis sur un film, exactement. Ouais, mais c'est ça. Il fallait pas se tromper parce qu'à l'évidence, ils avaient fait du film. Alors c'est une aventure extraordinaire, hein. Je ne le conteste pas, c'est extraordinaire. Mais, voilà, mais il faut savoir à qui on le confie. Il n'y a pas de quoi être effrayé par on les a vus lors en interview, avec des hauts et des bas. Eux, ça a été particulièrement bien géré. C'est-à-dire qu'ils ont tous vécu ensemble, ils étaient à l'école ensemble,
ça a été beaucoup plus facile que des acteurs jeunes qui sont devenus des stars qui étaient un peu seuls. Que ça soit Drew Barrymore qui était dans E.T. ou évidemment Oui, je pensais à des gens comme ça aussi. Macaulay Culkin. Tout à fait. Bah oui, dont tu parles. Dans Maman j'ai raté l'avion. En fait, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Moi, pour avoir côtoyé ou travaillé avec des gens très célèbres, déjà à ce petit niveau, moi j'ai fait un film avec Audrey Tautou, on a voyagé pour la délicatesse, elle est connue aux États-Unis, les gens l'ont vue en Russie pleurer, enfin Camille Poulain, c'est colossal. Hein. Mais quand elle marche à Paris, elle met sa petite casquette, on la reconnaît pas trop, puis là elle a arrêté sa carrière. C'est pas pour rien qu'elle a arrêté sa carrière. Ça fait 5 ans qu'elle tombe plus, Audrey. Parce que je pense que c'est très lourd aussi à un moment donné. De vivre cette pression, moi je me souviens, et puis les gens ils la regardent, et puis ah bah tiens, elle a maigri, elle est ceci, enfin, c'est non-stop. Pour voir du jardin, pour voir Jean-Paul Rouve quand il sort les tuches, j'ai fait plusieurs films avec lui, ils sont sollicités tout le temps, alors ils sont contents. Mais il faut imaginer ça à l'échelle planétaire. Et je pense qu'on va pas les plaindre, les acteurs sont heureux de ça. Mais les enfants, je comprends ta sensibilité par rapport à ça, parce que évidemment, alors on n'oblige pas, hein. Mais d'ailleurs je raconte dans mon livre que les parents de Daniel Radcliffe, ils voulaient pas du tout. Parce qu'ils se sont dit, s'il est pris, c'est fini pour la scolarité. Et puis en plus, ils pensaient que ça allait tourner à Los Angeles. Donc là, ils se sont dit non, hors de question qu'il avait fait un téléfilm, mais hors de question qu'il fasse le casting. Et encore une fois, tout ça, c'est une histoire de hasard. Le producteur recroise par hasard au théâtre les parents d'Daniel Radcliffe et Daniel Radcliffe et se dit là, il faut faire les essais, là, c'est un signe. Et le père dit, bon, bah, si on le recroise, c'est que c'est un signe. Et donc, mais c'est incroyable, mais dans mon livre, je raconte par exemple que J.K. Rowling, au début, son agent ne trouve pas d'éditeur, et il l'envoie à Bloomsbury, et le directeur financier se dit, bon, bah, je vais faire ça à ma fille qui a 8 ans, Alice Newton. Et c'est Alice Newton, qui a 8 ans, une petite fille de 8 ans, qui dit, ah bah tiens, moi j'ai vraiment envie de savoir la suite. Qui est la première à avoir le manuscrit d'Harry Potter, et que c'est grâce à son engouement que son père a dit, bah tiens, ça serait peut-être pas mal de faire le livre. Ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Mais si Alice Newton, elle s'était levée du pied gauche le matin même, qu'elle détestait lire, ou que, je sais pas, elle avait vu un spectacle de magicien nul 2 jours avant, enfin, ça se joue à rien. Mais c'est tout le temps comme ça. Je sais plus, j'ai lu une histoire il n'y a pas plus longtemps là-dessus, c'est quoi? Bon, bref, je sais plus. Je reviendrai pour vous la dire. Mais elle était pas mal. Non, je sais plus. Non, mais quelqu'un qui disait... Bon, bref. Non, ça va te revenir. Ce qui est marquant aussi dans le texte, et que l'on retrouve en incidence et en relation avec ce que tu as pu déjà écrire, c'est la manière dont l'art peut justement sauver. Alors, au Louvre, je pense à l'expérience du Louvre. Au Louvre, c'est d'abord une expérience d'isolement, mais d'isolement qui le confronte néanmoins à un lieu spécifique et particulier, où il va découvrir aussi, alors ça c'est la fiction je suppose, où il va découvrir aussi d'autres parcours de numéro 2. C'est vrai, à un moment donné dans sa vie, il va se dire, il va avoir une révélation, il va se dire, pas trop raconter le livre, il va travailler au Louvre. Il se dit, tiens, c'est un lien d'ailleurs avec mon autre livre, Vers la beauté. C'est un thème que j'aimais beaucoup parce que dans Vers la beauté, effectivement, c'est l'histoire d'un gardien de musée qui... c'était un homme qui quittait tout pour devenir gardien de musée. On comprenait qu'il avait vécu quelque chose de douloureux et on comprend plus tard ce qu'il a traversé. Et il allait simplement être gardien de musée pour se réfugier face à la beauté qui le consolait d'une certaine manière. Là, oui, effectivement, il se dit quel est l'endroit où je peux être un peu à l'abri d'Harry Potter. Donc il se dit, voilà, avec les momies égyptiennes, la salle égyptienne, les tapisseries antiques, je suis tranquille. Bon, on n'est jamais à l'abri qu'il y a un fan qui se trimballe avec un t-shirt Harry Potter ou un truc comme ça, mais globalement, il s'est dit, voilà, le Louvre, c'est pas mal comme ça quand on veut, parce qu'il cherche un peu à pas être confronté à Harry Potter à ce moment-là de sa vie. Et il se rend compte que au Louvre, il y a plein de numéros 2. Il y a une armée de numéros 2. Il rencontre
quelqu'un qui était au final face à Patrick Modiano au Goncourt 78, une ancienne première dauphine de Miss France. Voilà, il rencontre Karim qui a failli être un prophète de Jacques Audiard, mais Tahar Rahim lui a piqué le rôle. Donc finalement, il rencontre tous ceux qui ont failli, et ils sont solidaires finalement. J'aime bien cette petite équipe de numéro 2. Mais il y a un numéro 2 qui est resté sur son vélo et que la France entière a adoré. Ah, c'est vrai. Je vois de qui tu parles, effectivement. Mais pour moi, Poulidor, c'est un anti-exemple parce que il était préféré à Anctil. Ouais, c'est ça, exactement. Il vaut mieux pas être numéro 2, être numéro 1 dans le cœur des gens que de gagner. Et puis, voilà, c'est l'exception qui confirme la règle, justement, que tout est question de désirer. Après, quand on est numéro 2 du Tour de France, on ne peut pas considérer que ça soit vraiment un échec. C'est un numéro 2 assez glorieux quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même une réussite très très forte. Il y a des compétitions où parfois, l'athlétisme, par exemple, quand on est numéro 4 et qu'on n'a pas de médaille, je pense qu'on vit un peu mal. Là, il y a un truc c'est un peu dur. Moi qui ai été un grand sportif de haut niveau, c'est vrai que parfois, être numéro 4 comme ça, au 100 mètres, c'était un peu dur. Au 110 mètres, c'était un peu... Et finalement, je me suis rabattu sur la littérature. Ou d'ailleurs, sortir un livre qui s'appelle numéro 2 en même temps qu'Houellebecq, c'était quand même un petit... C'était un clin d'œil. Écoute, Houellebecq commence à devenir consensuel, c'est le début de la fin. Exactement. Ouais, franchement, mais c'est bien. Mais d'ailleurs, c'était super, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'écrivains là, qui se sont tous décalés, ils ont eu peur de Houellebecq. Ils sortent là, il y a du monde en février, il y a Pierre Lemaitre, il y a Nicolas Mathieu, il y a Léla Slimani, il y a pas mal de bons auteurs. Et là, du coup, en janvier, moi j'étais très content, j'aime bien sortir en même temps que Houellebecq. J'espère qu'un jour il aura un peu peur de moi. Et non, mais j'étais numéro 2, puis ma copine Karine Thuil a fait un carton là, avec la décision, formidable. Je suis très heureux pour elle et elle m'a piqué ma place. Je vais déjeuner avec elle la semaine prochaine, ça va mal se passer. Est-ce que Non, on a tellement de chance, oui. je peux me permettre, je tiens à vous dire en tout cas la petite librairie de Saint-Médard vend autant de numéro 2 que de Houellebecq. Voilà. Wow. Donc, merci. Moi, je vais tout miser sur Saint-Médard. J'ai un gros public à Saint-Médard. Je vais le mettre sur ma page Wikipédia. Merci, hein. Non, mais très honnêtement, c'est grâce à vous. Parce que, non, mais c'est vrai, faire vivre une librairie, c'est voilà, moi qui je vais dans quelques librairies quand même, et c'est vrai que je vois souvent que l'énergie comme ça que les libraires peuvent avoir, c'est déterminant, quoi. Et d'ailleurs, ça a été, je trouve, moi, la seule, oui, bonne nouvelle du Covid. Hein. Parce que moi, j'ai vu plein de libraires, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais globalement, très bien, parce que les gens se sont vraiment mobilisés pour défendre les libraires, ont eu conscience qu'il fallait soutenir les libraires, donc si on pouvait faire l'effort d'aller faire un click and collect, se déplacer, d'éviter Amazon, voilà. Ils l'ont fait vraiment, et moi ça m'a beaucoup ému de voir plein de libraires qui se sentaient, voilà, alors que moi j'ai publié mon premier livre il y a 20 ans, donc en 2002, et j'ai vu tellement de librairies fermées. Où je suis passé en 2004, 2005, 2006. Là, on vient de m'inviter à Nogent-sur-Marne, et puis en fait, c'est plus la librairie où j'allais avant parce qu'elle a fermé. Enfin, et ça a été. Voilà, de toute façon, tout le monde a des difficultés. Hein. Mais là, ça a été beau de voir. Honnêtement, je trouve que c'est la seule bonne nouvelle. Hein. Pas vous qui êtes très optimiste. On va vous poser une question. Est-ce qu'il y a une autre bonne nouvelle en lien avec le Covid? Bon, moi j'adore lire et donc moi je vois pas effectivement dans cette période qu'on vient de passer, 2 ans quand même, hein, ça paraît incroyable. Heureusement qu'il y avait les livres, heureusement qu'il y avait les auteurs qui nous faisaient vivre autre chose, voilà, qui nous sortaient de ce marasme. Non, mais c'est vrai, mais globalement, je vois pas d'autres. Qu'est-ce qui aurait pu être positif?
Ah, sauf si on était actionnaire de Pfizer. Sinon, non, mais je réfléchissais à un truc. Moi, je crois que le seul truc, ça a été le soutien globalement au Liban. Ah oui. Parce que sinon, ça a été, je crois, partout très difficile. Et la politique de Macron, quand même, qui a été formidable. Ne jamais dire de parler politique, jamais, David, c'est un diable. Surtout en ces temps de campagne présidentielle ou presque. Ouais. On peut peut-être prendre quelques C'est une blague, madame. questions. Achetez quand même mon livre, même si vous êtes en dessous. On peut prendre quelques questions de la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont une question? Moi, je vais Oui. balancer. Bon, merci de tout ça, de tout cet échange. La réalité du personnage de Martin, Oui. c'est vraiment le numéro 2 ou vous avez... Non, c'est vraiment c'est un roman. Ce qui est vrai, c'est évidemment le point de départ. Puisque ça, c'est totalement vrai qu'ils étaient deux, vraiment, que la production a hésité. La première partie de mon livre revient un peu sur l'histoire de J.K. Rowling, comme je disais, la genèse du film et comment tout ça s'est fait. Tout ça, c'est vrai. Mais en grande partie, le personnage est fictionnel. Y compris son nom et son prénom. Oui, tout à fait. Les gens le recherchent tous là maintenant sur... Ah, mais j'allais te dire, est-ce que tu imagines Non, mais le livre marche le rôle très que très tu... bien et du coup tout le monde le Est-ce regarde. que tu imagines la sur- manière dont tu as peut-être à nouveau rappelé Moi, ce que j'adorais, c'est qu'il y a un Martin Hill apparemment et que tout le monde pense que le mec qui va devenir connu. Tout le monde va sur Google voir. Et c'est remonté très fort ça. Parce que bon, le livre marche bien et c'est vrai que la plupart des gens ont envie d'aller vérifier. Et donc, j'aurais dû faire une fausse page. Tiens. une fausse page Wikipédia? Oh, ça va Ouais, venir. j'ai pas anticipé ça. Ça va venir. Mais non, ouais. Une autre question? Mais j'espère que le livre va me permettre, outre de rencontrer J.K. Rowling, peut-être de rencontrer ce numéro 2. J'ai quand même l'impression qu'elle s'isole un peu de Harry Potter. Oui, en ce oui, moment. ouais. Donc, elle est partie vers une autre saga Oui, aussi. oui. Une autre identité, une autre, Ouais, bien donc je sûr. pense qu'elle va chercher, c'est quand même une sacrée ironie du hasard aussi, elle va chercher à s'abriter de son propre phénomène, de son propre personnage. Évidemment. Enfin, Elle peut plus, c'est compliqué d'écrire autre chose. Hein. Oui. Vous pouvez m'excuser, une toute petite question. Combien de temps combien de temps vous avez mis pour écrire ça, ce livre? Ce livre, un petit quart d'heure. J'étais en forme ce jour-là. Alors, globalement, j'ai mis à peu près, je mets 1 an pour écrire un roman. À part Charlotte, qui est un livre qui m'a pris 8 ans. Pas du tout sur la continuité, hein, mais que j'ai souvent arrêté, repris, j'ai fait des enquêtes pour il manquait beaucoup d'éléments sur elle. Ça a été un long processus. Mais globalement, je passe 1 an sur un livre. Je peux pas. Après, quand j'y suis, je suis tellement concentré et obsédé par mon sujet que j'arrive au bout aussi d'un certain moment où voilà, c'est fini. Ça vous va comme... vous êtes un peu déçu, vous êtes... Non, j'imagine pas du tout. Ouais, combien de temps? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ça se dit tellement vite, enfin, ça se dit tellement vite. oui. C'est bête, Bah, c'est comme ceux qui font des... Après, je reprends. Je lis comme un verre d'eau. C'est comme la cuisine. Hein. Si vous en cuisine et vous mangez ça en 2 minutes. Bah, en tout cas, mais c'est un bon compliment, merci. Que ça puisse... Moi, j'ai beaucoup de... C'est vrai que ce qui m'importe, c'est quand même l'écriture, le texte. Mais j'ai un souci permanent de... J'ai un rapport au plaisir, j'ai envie que le lecteur ait envie de lire la suite et que ça soit intéressant. Donc ça me fait plaisir quand j'entends tout ça. est-ce que tu t'es vraiment séparée de Charlotte? Non. Charlotte le livre. Hein. Non, ça reste mon livre le plus important pour moi. C'est extraordinaire ce qui s'est passé avec ce livre. C'est vrai que Charlotte Salomon, c'était une artiste qui me fascinait tellement. Elle était totalement oubliée. Et c'est vrai que le succès du livre, même il y a eu le concours des lycéens, il a beaucoup étudié à l'école. Je peux parler d'elle. Le plus beau des concours. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était incroyable. Cet après-midi, j'avais deux jeunes qui parlaient de Charlotte comme si c'était une copine qui la connaissait. C'était beau.
Non, je suis toujours le président de la secte, Charlotte Salomon. C'est toujours mon livre qui est vraiment... Et d'ailleurs, je suis heureux parfois de vous dire que... Je sais pas. Après Charlotte, j'avais le sentiment d'être arrivé au bout de quelque chose et que j'allais pas pouvoir... C'était vraiment le livre. Et puis, pendant un an, j'ai pas écrit. Et puis, je suis tombé sur cette histoire de bibliothèque des livres refusés par hasard. Et ça a redémarré la machine parce que c'est une vraie bibliothèque qui existe aux États-Unis. Puis moi, je l'ai transposée en Bretagne. Et ça a été le mystère épique. Il y a eu le film après avec Lucchini et Camille Cotin. Mais voilà, j'ai redémarré. Et j'essaye toujours d'écrire des livres très différents. Ce qui me touche, c'est que les lecteurs me suivent, même si parfois j'ai des lecteurs qui me disent ah bah, j'ai moins aimé Deux Sœurs, j'ai moins aimé La Famille Martin, ou j'ai préféré celui-ci, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, c'est assez touchant que les gens qui continuent à me lire, voilà, se disent tiens, qu'est-ce qu'il va proposer de nouveau maintenant, avec plus ou moins d'affinité sur certains livres. J'alterne des livres plus légers et des livres plus graves, ça c'est sûr. Et là, on est à la frontière entre les deux, justement. Une autre question? Oui. C'est par rapport au cinéma. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous aimez qu'on mette le cinéma à vos livres? Voilà. Alors moi j'ai été j'ai 4 livres qui sont devenus des films et alors celui-là aussi, le numéro 2, comme c'est une histoire qui est quand même assez forte et j'ai eu déjà beaucoup de propositions, même si c'est un peu compliqué parce qu'il faut l'accord de la Warner. Mais j'écris pas moi des livres en espérant que ça devienne des films, même si je raconte des histoires et que donc c'est très cinématographique. La littérature, je suis très heureux que certains de mes livres, j'ai refusé des adaptations, je veux qu'il reste des livres. Faire la beauté, j'aurais du mal, je crois, à le voir en cinéma, par exemple. Donc j'ai refusé pas mal de choses. Mais globalement, j'ai fait que moi une adaptation, c'était La Délicatesse, avec mon frère. On avait adapté, donc c'était notre premier film avec Audrey Tautou et François Damiens. J'ai adoré adapter ce livre parce que je l'ai réinventé, j'ai réécrit plein de choses, je me suis trahi, j'ai changé, j'étais libre. C'est une adaptation. C'est vrai que souvent les gens comparent, et ce qui est un peu compliqué. Hein, je disais tout à l'heure que les gens me disaient mais pourquoi vous avez pris Audrey Tautou? Parce que dans le livre, elle est blonde, ouais, alors que j'avais jamais donné la couleur de ses cheveux. Après voilà, j'ai été quand même très gâté parce que les souvenirs, par contre, je l'ai écrit moi avec Jean-Paul Rouve. Et ça, j'avoue que quand il m'a dit, parce que c'était l'histoire sur cette grand-mère qui fuguait, qui quittait les maisons de retraite, et il m'a dit, j'ai pensé à Annie Cordy. Ah bon, pour moi c'était Tata Yo-Yo, quoi. Je dis, mais t'es sûr de toi? Oui, je savais que c'était une bonne actrice. Et je lui dis, t'es sûr de toi, là? Oui, c'est Annie Cordy. Bon, bah, à partir du moment où on laisse ses droits, c'est lui le réalisateur, et là, ça a été miraculeux. Je vais dire, moi, puis j'étais... après, quand j'ai fait la tournée avec elle, ça me mettait les larmes aux yeux tellement elle était il y avait un truc assez dingue chez elle, de générosité, de goût du public et de bienveillance, quoi. Et elle est tellement bien dans le film. Et c'est une belle histoire. Enfin, après, il y a eu un autre film qui est très très raté. Ça peut arriver, moi je suis très gâté, hein, ça peut arriver. Bon, je me suis un peu, du coup, comment dire, il y a marqué librement adapté sur le... C'est pas bon signe qu'on voyait marqué librement adapté. Mais bon, là je vous passe tous les détails. Et puis le dernier, c'était Le Mystère épique. Rémi Besançon, il a fait un sacré travail. Parce que franchement, là, j'ai rien fait. Magnifique adaptation. Donc ça, c'est assez plaisant quand vous créez une histoire et que le film est réussi. Mais après, moi, je comprends tellement les lecteurs qui n'ont pas envie de voir les films. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je veux plus qu'il y ait des photos de... Quand on lit Le Mystère épique, j'ai pas envie que le lecteur ait Lucchini et Camille Cotin... chacun se fait son... C'est se faire son propre film, quoi. D'ailleurs, tu décris peu tes personnages physiquement. Ouais, exactement. D'ailleurs, ça m'intéresse bien, ça, parce que comme je décris très peu physiquement mes personnages, quand des réalisateurs veulent faire des films, je leur dis, mais tu penses à quel acteur? Et ça m'intéresse parce que je me dis, mais comment tu le vois, en fait? Et c'est sympa. Et normalement, ça fait des années qu'on attend, parce qu'il y a eu plein de projets qui ne se sont pas faits. J'attends le film sur Charlotte. Au-delà de mon livre, hein,
même pour adaptation ou pas adaptation, moi, tout ce qui peut concourir à faire parler Charlotte Salomon, si c'est bien, ça n'a pas été toujours le cas. Il y a des trucs au théâtre où j'ai été moins heureux, quoi. Je serais très heureux. Normalement, il y aura un film qui va être tourné en avril, ou cet été. Tu as un droit de regard dans le film? Non, j'ai donné mes droits, j'ai lu le scénario, j'ai participé au scénario. J'ai trouvé que le réalisateur et le scénariste sont formidables dans leur amour de Charlotte Salomon. C'est Gilles Bourdos qui avait fait notamment Renoir avec Michel Bouquet. Il avait été aux Oscars et tout ça. Non, j'espère que ça sera bien. Là, on retrouve l'histoire de la transmission. Mais je pourrais pas le faire. La transmission et l'amour. Ouais. Tu transmets. Ça, Charlotte, c'est la transmission. Ça reste d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est une émotion très très forte pour moi d'avoir été à un moment donné dans ma vie en capacité de mettre en lumière et de faire partager ma passion pour cette femme. J'étais tellement admiratif, j'étais tellement fasciné par sa force de courage, et c'est vrai que le Goncourt des lycéens, ça me touche aussi particulièrement parce que beaucoup d'adolescents traversent des moments de malaise, de difficultés, et je trouve qu'elle était vraiment un exemple absolu de quelqu'un qui, face à l'adversité, va trouver au plus profond d'elle-même la beauté et la force de création. Et ça, pour moi, le livre a dépassé 1 million d'exemplaires. Qu'on n'aime pas mon livre, les gens la connaissent maintenant. Connaissent son œuvre, enfin voilà, ceux qui ont lu le livre. Donc c'est une transmission qui est sublime. Moi, j'aimerais que le jour où j'ai eu le Goncourt des lycéens, c'est une des rares fois où j'avais les larmes aux yeux parce que je voyais cette fille de 17 ans qui parlait de Charlotte. Et Charlotte faisait partie de cette. Et j'étais sûr que le livre serait confidentiel en plus. Et je suis sûre que ce jour-là, tu ne t'es pas dit je suis numéro 1. Je suis quoi? Et je suis sûre que ce jour-là, tu ne t'es pas dit je suis numéro 1. J'ai décroché le concours, je suis numéro 1. Ah oui, parce que j'ai pas eu le concours, c'est ça que je veux dire. Si, tu as eu le concours des lycéens. Pour moi, franchement, le vrai concours, c'est le concours des lycéens. Ah mais c'était incroyable parce que bon, moi, en même temps, je savais que, ça c'est rentré dans les détails, mais Charlotte était numéro 1 des ventes. C'était déjà incroyable, livre préféré du livre en 2014. Pour moi, je sortais de livres comme La Délicatesse, où je vais mieux, plutôt des comédies. Je me suis dit, les gens ne vont jamais me suivre sur un texte aussi écrit de cette manière-là. En plus, ça a été incroyable. Et donc, au moment où il y a l'attribution des prix, je suis déjà numéro 1 des ventes. J'ai un peu peur de me dire que le Goncourt va... Il y a de l'agressivité parfois avec le succès en France. Moi, je ne me plains pas du tout, mais bon, ça peut être un peu lourd. Et je sentais que ça aurait été trop. Et donc, j'ai été presque... j'ai eu le Renaudot, finalement. Donc, c'était magique. Et ce qui était beau, c'est que le Goncourt des lycéens... Et d'ailleurs, j'étais sûr que ça serait pour Delacour cette année-là, parce que je me suis dit, bon, ils vont pas donner les deux. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. De Vigan, après, elle a eu l'année d'après, mais c'était jamais arrivé. En général, c'est soit... Et donc, j'avais tellement rêvé du Goncourt des lycéens pour La Délicatesse, j'avais fini numéro 2. Et je me disais, c'est un prix et puis je ne l'avais pas eu pour les souvenirs. Et je l'ai eu le jour où je ne pensais même pas l'avoir. Puisque j'avais oublié que c'était ce jour-là, puisque je me suis dit, comme Jules Renaudot, ils vont pas... Et ils ont quand même donné le Goncourt des lycéens à un livre qui avait déjà le Renaudot qui était numéro 1 du monde. Et ça a été incroyable. Une autre question? Et justement, par rapport à ce livre qui est un peu votre livre le plus fort, oui. vous n'avez pas peur quand même d'une adaptation qui le dénaturerait? Non, parce que je me dis que... Ouais, bien sûr, je rêve que le film soit bien. Mais ça ne change rien au destin de mon livre ou au livre. C'est-à-dire que si le film n'est pas à la hauteur, je serais triste pas pour moi, mais pour Charlotte Salomon. Parce que c'est vrai que les grands films sur la peinture, comme Camille Claudel, pardon, c'est de la sculpture, mais c'est pareil pour moi, des artistes, disons, qui n'étaient pas connus au moment de la sortie du film, qui ont mis en lumière ce qu'a fait Adjani, c'est extraordinaire. J'ai eu la chance de la rencontrer, de l'interviewer, c'est vrai que je trouve que c'est extraordinaire ce qu'elle a fait de Camille Claudel. Et c'est elle, voilà, avec Mitaine, qui sont les mêmes. Elle a convaincu Depardieu de jouer Rodin. Enfin, pareil pour Salma Hayek avec Frida Kahlo.
qui a popularisé d'une manière, d'ailleurs un peu trop, hein, c'est de la folie, Frida Kahlo, ça devient marketing dans tous les sens. Je suis pas sûr que Frida Kahlo aurait aimé à ce point-là, mais magique. Hein. Donc moi, je rêvais un peu de ça. Je rêvais un peu que les gens découvrent vraiment l'œuvre d'une manière encore plus forte. Mais on verra. Je pense que le cinéma, c'est assez compliqué en ce moment. Ça risque d'être un film qui va être tourné en allemand, plutôt d'auteur, voilà, avec une actrice, c'est pas Scarlett Johansson qui va jouer sur la Salomon. Donc ce serait une actrice peu connue. Donc voilà. Mais pour moi, voilà, si des gens aussi, grâce à un film, découvrent Charles Salomon, c'est merveilleux. Justement, tu viens de dire que c'est un peu compliqué pour le cinéma. Comment est-ce que tu perçois, toi, cette évolution là? Je pense que moi, c'est vraiment catastrophique. Je pense que même c'est un peu fini. C'est-à-dire que, là, l'économie actuelle, hein, c'est-à-dire que les gens, globalement, ont découvert pendant le confinement beaucoup les plateformes, ont vu des choses formidables, il est vrai. Sur Netflix, notamment, ou sur... Il faut dire la vérité, hein. Il y avait des propositions aussi qui étaient fortes. Hein. Quand vous voyez The Crown ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est très... Il y a des budgets colossaux, des grands scénaristes, des grands metteurs en scène. Maintenant, vous voyez Jane Campion, Cuarón, ils vont tous sur les plateformes. Et quand vous voyez que les gens se déplacent plus pour aller au cinéma, parce que déjà c'est cher, parce que c'est pas toujours de la qualité, et qu'ils vont seulement voir des films grand public. Donc en gros, les entrées sont beaucoup sur les films Dune, Spider-Man, James Bond, c'est des films événementiels qu'on a envie de voir au cinéma. Et ce que je comprends. Mais tout le reste, moi mon dernier film n'a pas du tout marché, enfin très peu marché, je l'avais pris, enfin j'avais estimé que j'avais raté le film, d'ailleurs sûrement c'était Les Fantasmes, un film à sketch, avec Monica Bellucci, Jean-Paul Rouve, Karine Viard, plein d'acteurs. C'était inégal, c'était un film à sketch peut-être, mais en fait, je me rends compte que tous les films depuis 6 mois font les mêmes chiffres. C'est-à-dire entre 100 et 200 000, ce qui était inimaginable avant. Donc l'économie, elle ne pourra pas tenir. Les distributeurs ne pourront pas tenir avec ces chiffres-là, c'est impossible. Et Gaumont arrête beaucoup de productions à venir. Les chiffres sont catastrophiques. Vraiment, c'est... Même quelqu'un comme Jacques Audiard, même c'est un film d'auteur, mais il a fait moins bien que son premier film, en 1994. Donc voilà, après, ça va devoir se réinventer. Mais le cinéma français d'auteur va avoir beaucoup de mal. Après, voilà, il y a aussi des films qui n'ont pas envie. Hein. Oui, après tout, on a beaucoup craint pour le livre il y a quelque temps, et puis là, le livre est reparti en flèche. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas redécouvrir aussi... Alors, je pense à une phrase. Non, mais alors, si je peux juste... Oui, vas-y. Une seconde. C'est vrai que ça partit en flèche. Hein. Et vous l'avez dit, mais moi, j'ai publié mon premier roman il y a 20 ans. J'avais lu quelques articles, j'avais vendu 3 000 à 4 000 exemplaires, j'avais fait l'émission de Guillaume Durand. J'avais l'impression que pour un premier livre, un jeune romancier, on pouvait exister. Et il y avait plein de livres qui faisaient 3 000 à 4 000 exemplaires. Donc là, les libraires marchent, les auteurs qui marchent très fort. Voilà, on n'est pas beaucoup. Moi, je me retrouve dans cette position et ça me rend heureux, mais je vois beaucoup d'auteurs qui publient et ça devient des tout petits tirages. Il n'y a plus de trucs intermédiaires, il n'y a plus des 4, 5 000, 10 000. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup. Là, les premiers romans, ils vont faire 100, 200, 300 exemplaires. Donc le livre souffre beaucoup. C'est beaucoup quand même, je veux dire, on parle beaucoup des livres qui marchent, hein, mais la catégorie, disons, intermédiaire, a été un peu détruite. Et ça, je trouve ça dur. Peut-être une dernière question. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Oui. Est-ce que vous avez un projet? Un projet? Pour la première fois de ma vie, j'ai pas de projet. J'ai travaillé beaucoup. J'ai eu des idées, j'ai fait des films, des livres, des pièces de théâtre. Là, j'ai une pièce, là, j'ai une comédie avec Admiral qui est en tournée. J'ai plein de... Mais pour la première fois, là, depuis... Alors, c'est vrai que je me suis dit, même quand le film n'a pas marché, je me dis, faut que tu fasses une pause, faut que tu te régénères, faut qu'après j'ai un luxe incroyable qui est de pouvoir vivre de ce que j'aime. Et
Moi, je viens d'un milieu modeste, je me rends compte chaque jour que c'est une chance inouïe. Donc je peux me permettre de faire cette pause, puisque depuis quelques mois, donc, je ne travaille pas. Parce que j'ai pas d'idée, que j'en cherche pas spécialement. En fait, j'essaie de ne pas trouver d'idée. Donc mon but, c'est d'essayer de ne surtout pas être inspiré. Donc ne me dites rien d'intéressant. Après, là, si on fait des dédicaces, surtout rien. Ne me donnez pas un sujet à quoi que ce soit. Je compte sur vous. Non, mais ça, je crois que j'ai besoin de... Moi, je ne peux pas faire pour faire. Quand je m'engage là sur un livre comme ça, c'est parce que ça m'excite énormément et que j'y pense et que je trouve ça... Je peux pas, je pourrais là, me mettre de mon travail, écrire un roman, me dire... Mais non, là, non, il n'y a rien, pas de projet. Et vous? Moi, oui, j'ai beaucoup de projets de lecture. Ah, de projets de lecture. Bon, bah c'est bien. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'est-ce que ça nous a apporté, cette pandémie. Oui. Finalement, ça vous a permis d'écrire ce livre, puisque c'est à partir de là que vous Bah, êtes bien sûr. intéressé à Harry Potter. Hein. Oui, c'est vrai. C'est positif. Ouais, sinon, je n'aurais pas regardé, je crois, c'est vrai. On va terminer en clin d'œil sur la famille Martin, Ouais. justement. Un romancier qui cherche l'inspiration, puis qui dit, il Il sort en poche, là, Oui, c'est vrai. donc je m'étais dit, allez, Oui. un petit passage par la famille Martin. En exergue, tu mettais une citation fabuleuse de Milan Kundera qui annonçait déjà le numéro 2. La valeur d'un hasard est égale à son degré d'improbabilité. J'avais du mal à écrire. Je tournais en rond. Pendant des années, j'avais imaginé de nombreuses histoires, ne puisant que rarement dans la réalité. Je travaillais alors sur un roman autour des ateliers d'écriture. L'intrigue se déroulait lors d'un week-end consacré aux mots. Mais les mots, je ne les avais pas. Mes personnages m'intéressaient si peu, me procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe quel récit réel aurait plus d'intérêt. N'importe quelle existence qui ne soit pas de la fiction. Fréquemment, lors de séances de dédicaces, des lecteurs venaient me voir pour me dire « Vous devriez raconter ma vie, elle est incroyable !» C'était sûrement vrai. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première personne venue, lui demander de m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle invention. C'est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit, tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre. En bas de chez moi, il y a une agence de voyage. Je passe chaque jour devant cet étrange bureau, plongé dans la pénombre. L'une des employées sort souvent fumer devant la boutique et demeure quasiment immobile, en regardant son téléphone. Mais arrivé de me demander à quoi elle pouvait penser. Je crois bien que les inconnus aussi ont une vie. Je suis donc sortie de chez moi en me disant, si elle est là, en train de fumer, elle sera l'héroïne de mon roman. Mais l'inconnu n'était pas là, à une volute près. Une volute près. Je serais devenue son biographe. À quelques mètres, je vis alors une femme âgée, en train de traverser la rue, tirant un chariot violet. Mon regard fut happé. Cette femme ne le savait pas encore, mais elle venait d'entrer dans le territoire romanesque. Elle venait de devenir le sujet principal de mon livre, si elle acceptait ma proposition, bien sûr. J'aurais pu attendre d'être inspirée ou attirée davantage par une autre personne, mais non. Il fallait que ce soit la première personne vue. Il n'y avait aucune alternative. J'espérais que ce hasard, organisé, me mènerait à une histoire palpitante, ou vers un de ces destins, qui permettent de comprendre certains enjeux essentiels de la vie. À vrai dire, j'attendais tout de cette femme. On attend tout de vous maintenant. Merci infiniment.